Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lifestyle Family Business. Je suis Audrey, maman de 4 enfants, passionnée par la magie des plantes, la santé préventive avec un focus sur l'équilibre hormonal. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. En 2022, nous sommes partis pour un long voyage en famille. Ce voyage nous a permis de réaliser qu'un autre modèle de vie était possible. Un modèle où l'on ne choisit plus entre carrière, épanouissement personnel et vie de famille. Et nous ne sommes jamais rentrés. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes, d'entrepreneurs audacieux et de familles innovantes. L'objectif, vous prouver que oui, avoir des enfants n'est pas un frein à une carrière, mais un moteur. Oui, mener des grands projets est compatible avec une vie de famille et un système nerveux respecté. Oui, il est possible de se créer une vie plus alignée et libre. Et le plus important dans tout ça reste d'apprendre à se connaître, s'écouter, se former, pour reprendre confiance et autonomie. Mes invités ne sont pas là pour que nous nous comparions, mais pour nous insuffler l'audace de faire nos propres choix. Ce podcast pourrait être cet entourage bienveillant, celui qui nous murmure à l'oreille qu'il est temps d'oser vivre ses rêves. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Coucou Delphine, merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, salut Audrey, trop contente d'être là avec toi. Alors Delphine, on se connaît depuis un moment, on se suit, on collabore. Il y a toute une partie de ton histoire que je connais mais de loin et que je me doute qu'il y a eu un chemin, on se doute quand on te suit en fait qu'il y a eu un chemin qui a été incroyable, mais tu n'en parles pas trop. Tu es plutôt ancrée dans le présent et pas vraiment dans le passé. Ce qui est très bien, mais du coup, il y a une partie de moi qui me dit: «Cette femme, elle a vécu quelque chose d'incroyable, elle a un parcours incroyable» et je voulais t'inviter sur le podcast pour que tu puisses nous partager cette partie de ton histoire, bien évidemment avec ton accord, tu serais pas là sinon. Donc heu, donc merci pour ça. Est-ce que tu serais OK de te présenter? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Delphine, j'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai 3 garçons, qui ont 18 ans, 16 ans et 10 ans. Et on a une famille assez atypique, particulièrement avec notre deuxième fils, donc Maël, qui a 16 ans et qui est, atteint d'une, anomalie génétique rare, handicapante et qui a fait de moi, la femme que je suis aujourd'hui et surtout la maman que je suis aujourd'hui et donc, maman aidante. Hem, Aujourd'hui, nous vivons à La Réunion, à bord de notre voilier et ça, on va en parler, avec un projet, fou de partir, maintenant dans 6 mois, pour un long voyage sur les océans. Voilà. Trop bien. Ça, on va en parler aussi parce que moi, ça m'intrigue. Il y a beaucoup de familles qui partent de voyage depuis l'Europe et du coup, ouais, ça va m'intriguer aussi cette partie-là. Mmh. Donc est-ce que tu peux me raconter qui tu étais, avant d'avoir des enfants, avant la naissance de Maël? Oui. Ouais. Alors moi, je suis issue d'une famille nombreuse. On est 4 enfants chez moi. J'ai un grand frère et 2 sœurs. Et j'ai eu une enfance, très, mouvementée géographiquement parce que j'ai un papa qui travaillait chez EDF et qui avait des mutations très régulières. On n'a jamais expérimenté la vie à l'étranger, mais on a, habité un peu les 4 coins de la France, de la région parisienne à Nantes, à la Savoie, à Grenoble. Bon voilà, donc j'ai eu une enfance, et une adolescence où il a fallu que j'apprenne toujours à m'adapter, aux nouveaux environnements dans lesquels, on allait et ce qui m'a permis aujourd'hui, je pense, d'avoir aussi ces envies de voyage et voilà. En 2001, je pars en colonie de vacances, avec donc EDF, à Saint-Malo à bord, d'un vieux gréement, d'un voilier qui s'appelait Fleur de Mai. Donc j'allais sur mes 18 ans, c'était la dernière colo que je pouvais faire et là, gros coup de foudre, avec, le matelot qui travaillait là, donc Loïc qui est mon mari actuel. Donc c'était il y a 25 ans et là, voilà, on a
de suite eu le coup de foudre l'un et l'autre par, voilà, passion commune pour la mer, par la voile traditionnelle. Donc voilà, on a vécu 2 ans, loin parce que lui était à Brest et moi à Grenoble parce qu'il s'engageait dans la marine nationale, bah, après la saison de 2001 et moi, bah, comme beaucoup de parents, c'était: «Bah, écoute, tu passes ton bac et on voit après». Donc voilà, j'ai eu un cursus scolaire assez particulier parce que, j'ai jamais eu trop la fibre scolaire, classique. Jusqu'en seconde, ça allait à peu près bien, je m'en sortais et en seconde, je me suis complètement, effondrée scolairement. Et donc j'ai bifurqué vers une filière professionnelle. J'ai passé un BEP, dans la comptabilité, puis une première d'adaptation et un bac à l'époque qui s'appelait STT, comptabilité gestion, donc dans le tertiaire. Heu, à ce moment-là, j'ai pu quitter, le cocon familial et je suis donc partie à Brest, rejoindre mon amoureux. On s'est installés, j'ai commencé un BTS, dans la comptabilité et au bout de 2 mois, j'ai dit: «Non, c'est pas possible, je peux pas faire ça de ma vie». C'était mais inconcevable parce que, bah, voilà, par la maturité, la vie de couple, on se remet un petit peu aussi, voilà, dans des chemins qui sont pas ceux qu'on avait forcément prévus quand on avait 15-16 ans. Et puis, j'ai fait une école, d'aide-soignante, donc je suis, aide-soignante et très vite, bah, on a voulu se marier, donc on s'est mariés en 2007 et on a eu notre premier enfant en 2008, donc Benjamin qui a donc maintenant 18 ans et voilà, j'ai pas eu des maternités très, très sereines. J'ai pas eu, voilà, j'étais pas une maman très cool, très zen parce que j'ai eu des bébés, avec, voilà, plusieurs soucis de santé. Benjamin s'est résolu, mais voilà, des reflux gastriques, des bébés qui dormaient pas, des bon, voilà. Ça a été assez compliqué. Très vite, malgré ça, on a voulu avoir un deuxième enfant. 2010, donc 20 mois après, son frère, arrive Maël et là, la vie bascule et il y a eu 3 ans d'errance médicale, voilà. Mais moi, dès la naissance, pas la grossesse s'est très bien passée, mais dès la naissance, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui était pas normal et qui n'allait pas. Voilà, ça a été après un très long combat pour, être écoutée et entendue et enfin poser un diagnostic. Et à ce moment-là, tu travaillais? Alors, j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante. Très vite, OK. alors j'ai travaillé un petit peu en maison de retraite et après, bah, on a organisé, notre mariage. Je suis tombée enceinte très, très vite. J'ai aucun souci à ce niveau-là de mon côté et donc avec un mari absent dans la marine nationale et un nourrisson et un job d'aide-soignante, c'était absolument pas compatible. Donc en fait, j'ai beaucoup, beaucoup été maman au foyer et puis, en 2009, ouais 2009, donc Benjamin avait 18 mois. Mon mari Loïc a été muté à Toulon. Donc on est parti 1 an à Toulon. C'est là que Maëlle est née, et donc sur les mutations tout ça, je pouvais pas, voilà, Mmh. j'ai été éduquée par une maman à la maison, une maman au foyer et c'est vrai que ça a toujours été ma façon de voir les choses aussi, et tant qu'on se pouvait et en plus on se contente de pas grand-chose et ça matchait bien et puis de toute façon après avec la naissance de Maël, c'était pas possible de penser autrement. Mmh. Donc du coup, toi, tu avais ton rôle de maman au foyer, tu étais vraiment alignée avec ça, c'était aussi ton éducation, donc tu Ouais. reproduisais un peu le schéma et que c'était OK pour toi, auprès de tes enfants et OK. Du coup, il y a la naissance de Maël, tu m'as dit qu'il y a eu 3 ans d'errance médicale. Est-ce que tu veux nous résumer un peu comment ça s'est passé et puis quel a été le diagnostic et les conséquences? Ouais, alors, donc Maël est né, donc en janvier 2010. Heu, déjà à la naissance, un nourrisson qu'on pose sur le ventre qui s'endort, tu vois? Il était pas hyper, dynamique. Ils ont fait les tests, de naissance, classiques, tout est noté normal, 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 normal. Alors que pas du tout. En fait, déjà, p 1 case qui est cochée normale, c'est pupille normale et de suite, moi, j'ai vu qu'il avait un œil qui avait pas une pupille normale, qui était plus petit. C'est ce qu'on appelle une microphthalmie avec un colobome. Mais ça, pareil, hein, il nous a fallu un certain temps avant de savoir ce que c'est parce que, on nous répondait: «Oh non, mais c'est qu'un petit problème esthétique, c'est rien, vous inquiétez pas».
mon œil, c'est le cas de le dire. Mais voilà, j'allongeais mon bébé sur le dos, il avait les yeux qui se révulsaient. Il savait pas téter, il avait pas de réflexe de succion. Il était très mou, voilà, rien à voir avec son frère qui avait à peine 20 mois, tu vois? J'avais quand même l'élément de comparaison. Alors c'était l'autre extrême parce que Benjamin était un bébé très dynamique, mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans son regard, il y avait quelque chose en lien avec moi qui était vraiment très, très différent. Et puis, les 1res semaines se passent et à 3 semaines, un mois, c'est là que commencent les coliques, commencent les reflux gastriques. Sauf que, chez Maël, c'était tout, exacerbé. C'était, des vomissements en jet, il a fait 2 arrêts respiratoires parce qu'il se noyait littéralement, dont une fois alors l'instinct maternel chez moi, il est encore plus prouvé, tu vois? Il dormait dans sa chambre, on regardait un film avec mon mari et d'un coup, je me redresse et je dis à Loïc: «Là, il y a un truc qui va pas. Je sens qu'il y a quelque chose». On est arrivé, il était bleu, il était en train de mourir, clairement. On l'a réanimé, il allait pas bien parce qu'il se noyait dans son lait. Bon voilà, tout était, XXL en fait avec Maël. Hem et donc on a été une fois à l'hôpital en urgence parce qu'il mangeait pas bien, il grossissait pas bien. On avait un suivi mais voilà, le médecin s'inquiétait pas. Tu sais toujours quand tu es maman, on te fait culpabiliser: «Mais non, vous inquiétez pas, c'est dans votre tête, c'est ci, c'est ça». Une fois à l'hôpital, 2 fois, 3 fois, et puis un jour, on a sonné à la porte, on était toujours à Toulon, «Bonjour, c'est la PMI, on vient faire une enquête sociale». Et là, mais je dis: «Mais c'est complètement fou en fait ce fonctionnement». On alerte, on se rend compte que le bébé va pas bien, voilà donc au niveau émotionnel de maman, c'était pas très serein. C'était voilà, très compliqué. Et puis à Toulon, Loïc était beaucoup, beaucoup en mer, donc j'étais beaucoup toute seule. Sur cette période-là, au moment où la PMI est venue, heureusement, j'avais appelé une des rares fois où j'avais appelé à l'aide ma mère en lui disant: «Écoute, viens là, je m'en sors pas avec mes 2 bébés». Bon voilà. Et puis, un jour, bah, sur la fin où on était à Toulon, on me dit, donc elle avait 4 mois: «Vous avez vu son œil? C'est un peu bizarre». Je dis: «Bah oui, ça fait quand même un petit moment que je l'alerte». «Ah bon, on va faire un petit examen, un fond d'œil, on va voir». Et là, on m'a clairement dit, comme on m'avait dit au départ: «Vous inquiétez pas, c'est esthétique, c'est une en fait, c'est comme une fente labiale ou palatine, mais au niveau de l'œil. Ça s'appelle donc un colobome. Mais ça altérera pas sa vue, c'est esthétique, c'est juste là». Bon d'accord. Et puis, quand Maëlle avait 6 mois, mon mari me dit: «Écoute, j'ai l'opportunité de repartir à Brest. Il y a un gars qui cherche à switcher une place à Toulon. Est-ce que tu veux qu'on y retourne?» Je dis: «Ah ouais, là, moi, Toulon, je supportais pas». Voilà, la vie m'avait voilà, était pas simple. Donc on retourne à Brest et là, on retrouve notre pédiatre qui avait suivi Benjamin petit et je vais la voir et je lui dis: «Bah, voilà, écoutez, je vous expose les problèmes que j'ai avec mon nourrisson et voilà ce qu'il a». Et là, la pédiatre m'a pris réellement au sérieux, m'a dit: «Écoutez, moi, Colobaume, tout ça, je ne sais pas ce que c'est, je me renseigne et je vous recontacte très vite». Et dès le lendemain, on avait un check-up complet au CHU pour faire une écho cardiaque, une écho rénale, une IRM cérébrale et tout ça, parce qu'en fait, elle a découvert dans la littérature médicale que cette malformation à l'œil pouvait être en lien avec d'autres malformations qui se trouvaient dans l'oreille interne, au niveau des reins, au niveau du cœur, tout ça. Ils font les check-up et rien de tout ça. Ouf, tout va bien. Sauf que j'ai toujours un bébé qui vomit beaucoup, qui grossit pas, voilà. Elle me dit en parallèle: «Je vais vous orienter vers une ophtalmo pédiatrique en ville, qui va, aussi, bah, checker son œil et voir ce qu'il en est». Là, on revoit donc l'ophtalmo qui suivait Benjamin, parce qu'on a des enfants qui ont des lunettes très, très jeunes et elle me dit, «Bon écoutez, moi là, j'ai fait un fond d'œil, j'arrive pas à bien voir parce que je suis pas équipée comme au CHU. Je vous donne rendez-vous au CHU et vous allez faire des examens beaucoup plus poussés là-bas pour avoir plus de précision sur son œil». Bon d'accord. 10 jours après, on a rendez-vous au CHU, on fait un fond d'œil et là, l'ophtalmo, blême, me dit, «Vous avez, un comportement particulier chez votre bébé?» tout ça. Je dis: «Bah, oui, oui, moi voilà, hein, et je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais il pleure beaucoup, il vomit, il est très pâle, il a le regard fuyant». Et là, elle me dit: «Bah, écoutez, moi, il faut que je l'hospitalise de suite parce que je vois un énorme œdème papillaire». Donc c'est un œdème au niveau du nerf optique, donc un œdème cérébral. Qui dit œdème cérébral dit hypertension intracrânienne. Et là, tu fais: «Oh, OK».
hospitalisé de suite. On rencontre son neuro, ben, voilà, qui est plus maintenant, mais on rencontre le neuro qui dit: «Bah, écoutez, la première chose qu'on va faire, on va enlever les gros bobos, hein, tout ce qui est tumeur, méningite, malformation cérébrale», tout ça. Donc là, on tombe dans un élan médical, mais waouh! Mais là, d'un côté, je me disais: «C'est bon, il est entre de bonnes mains, on m'a entendu, maintenant il va falloir trouver», et c'est là que se sont passés 3 ans. Il avait bien donc un œdème cérébral très, très important, donc le risque premier c'était de perdre la vue parce que ça écrasait les nerfs optiques, et la deuxième chose, c'est que, bah, après, bah, le cerveau n'ayant pas assez de place, bah, fasse des bugs et qu'il fasse, bah, de l'épilepsie et voire après tombe dans le coma et peut entraîner la mort. Là, on se dit: «OK, donc vous allez vite trouver les gars ce qui se passe». Sauf qu'ils ne trouvaient pas. Ils ne trouvaient pas. Ils ont fait tous les IRM possibles, scanners. Aujourd'hui, Maël a 16 ans, il a interdiction de passer un scanner parce qu'il a été tellement irradié que, là, voilà, son corps ne doit plus supporter de scanner. Heureusement, il y a l'IRM qui existe, donc voilà, et de là, ils ont cherché, cherché, cherché. Ils ont essayé une première solution de poser une dérivation ventriculo-péritonéale, une DVP, qui est en fait une petite valve qu'on insère dans le cerveau avec un tuyau qui évacue le trop-plein de liquide céphalo-rachidien, donc c'est très technique, pour faire baisser la pression du cerveau. Il avait à l'époque, 11 mois. Non, à 11 mois, non 18 mois. Et donc, 1re neurochirurgie. À Brest, il y a pas de neurochirurgie pédiatrique, donc faut partir à Rennes. Donc là, ça a été pareil, hein, de l'organisation avec notre premier qui était petit, bon ça va, mes parents étaient pas très loin, ils ont géré. Et puis, ça a été pendant 6 mois, puis au bout de 6 mois, bah non, ça va pas, il recommence à être pas bien et je le ressentais de suite. En parallèle, on avait quand même vu un généticien qui avait fait un karyotype classique et qui avait dit: «Bah non, moi je vois rien, le karyotype est normal». Parce que vu qu'il y a quand même la malformation à l'œil, il fallait quand même vérifier ça. Le karyotype était normal. Donc karyotype, c'est on prend les 46 chromosomes, on les analyse, les paires et on voit un peu la forme qu'ils ont, mais là ça allait bien. Et puis, au fur et à mesure des mois qui passent, le neurochirurgien dit: «Bah, écoutez, moi, il faut que je le réopère et que je prenne sa pression intracrânienne au bloc, directement dans le cerveau, pour voir ce qui se passe». Donc notre petit, il grandissait, il avait 2 ans, et la veille de l'intervention, il passe nous voir dans la chambre et on avait coupé les cheveux de Maël assez courts parce qu'on s'est dit: «Pour l'intervention, ce serait quand même plus facile». Et nous, on avait bien vu que morphologiquement, son crâne, il se modifie un peu, mais on s'est dit: «Avec la croissance, voilà, ça peut arriver», et là, le chirurgien voit la forme de son crâne et sort tous les gros mots du monde en disant, en gros: «Comment j'ai pu passer à côté de ça?» On lui dit: «Mais quoi?» Il dit: «Bougez pas, je reviens». Il nous laisse là comme ça dans la chambre d'hôpital. Alors, il était venu nous annoncer qu'il allait perdre la vue, qu'il allait peut-être pas s'en remettre. Nous, on était complètement effondrés, mais il dit: «Je reviens, j'ai peut-être quelque chose». OK. On est passé 10 minutes, il est parti en radiologie, il est revenu avec une photo d'un scanner reconstitué de la voûte crânienne de Maël, et en fait, il lui manquait une suture principale du crâne. Quand un bébé naît, le crâne, même nous adultes, hein, il est malléable, il y a 4 principales, parties, le frontal, l'occipital et les 2 côtés, bon bref, et il manquait la suture sagittale, qui est la suture la principale qui permet au cerveau de se développer et de faire grandir le crâne latéralement. Et c'est vrai que Mali commençait à avoir un crâne qui s'allongeait devant-derrière. Et il dit: «Bingo, j'ai trouvé, sa pression intracrânienne est liée à son crâne qui est soudé de naissance». On ne l'avait pas senti avec les fontanelles, mais c'est soudé, donc forcément le cerveau se développe pas. OK, et donc il pousse et donc ça fait pression. 3 mois après, 1re très, très grosse intervention chirurgicale, une craniotomie. Donc en gros, on enlève l'os du crâne et on le casse et on le reconstitue. Je rentre pas dans les détails, mais c'est à peu près ça. La réanimation, de la transfusion sanguine, notre petit, il a pas 3 ans. Heu, voilà, très, très grosse épreuve, mais tellement libératrice derrière que, voilà. Et là, les médecins disent: «C'est pas possible, il Incroyable. a donc une craniosténose, ça s'appelle. Une craniosténose, c'est aussi une malformation congénitale, tout comme son œil». Et là, ils ont dit au généticien: «Alors attends, 2 malformations congénitales, c'est quand même, étonnant, il faut chercher plus loin». Et donc ils ont fait des recherches génétiques beaucoup plus poussées et on nous avait dit, heu, donc au mois d'avril, on a fait une prise de sang, mon mari, moi et Maël, et on nous avait dit:
plus tard vous aurez les résultats et plus tard ça veut dire qu'on trouve rien. Tu vois? C'est tant qu'on trouve pas, on vous répond pas, on vous envoie rien. Au mois d'avril, au mois de juillet, on reçoit un courrier, même pas un appel, un courrier sur lequel était écrit, «Service génétique Brest, urgent». Et là, on est tout seul, hein, on reçoit ce courrier, on reçoit un papier, hein, je l'ai parce que c'est son diagnostic, avec des chiffres, des lettres dans tous les sens et en résumé, il y a, microdélétion du chromosome 16, manquement de telle, partie du chromosome sur le bras court 16. Si tu es pas biologiste, généticien, et tout ça, tu comprends rien, tu comprends juste qu'il y a un truc sur le chromosome 16 qui va pas. Et là, bah, de suite, j'appelle le généticien qui me dit: «Ah oui, j'ai vu passer ça. Bah, écoutez, la littérature médicale aujourd'hui permet pas de décou savez pas trop ce que c'est, je peux pas trop vous aider, mais voilà». Et là, mais on se retrouve seul au monde, en fait, en se disant: «Ah attendez, il a une maladie génétique quand même» et on nous dit que voilà. Et en fait, bah, de nous-mêmes, de moi-même, parce que Loïc travaillait beaucoup, bah, j'ai surfé sur internet et j'ai cherché, j'ai cherché et j'ai cherché. Au fur et à mesure des mois qui passaient, Maël, il développait pas du tout de langage. Il babillait pas, il pointait pas du doigt, il faisait pas bravo, il faisait pas les marionnettes. Donc il a été pris en charge au CAMS à l'époque, où il voyait une orthophoniste, une psychomote et il faisait aussi une psychothérapie, donc une psychologue qui suivait le voilà, un petit garçon tout petit qui suivait aussi la fratrie. Donc voilà. Et puis, bah, au fur et à mesure où, bah, je voyais quand même des signes d'autisme qui se développaient, hein, clairement. J'avais un petit peu cherché, sauf qu'en 2011, quand on tapait du moins pas 2011, 2013, on tapait microdélétion 16p11.2 sur Google, on trouvait pas grand-chose. Aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de choses et je suis tombée sur, une étude qui était faite à l'hôpital de Bray qui s'appelait, «Les gènes impliqués dans l'autisme». Et là, j'ai dit: «Bah, bingo, je leur écris, je présente le cas et on va voir». Ils nous ont accueillis comme des rois en disant: «Waouh, c'est la première fois qu'on n'a pas un autiste qui vient chercher ce qu'il a génétiquement, mais qu'on a quelqu'un qui a un problème génétique et qui veut savoir où il en est avec l'autisme». Donc et là, voilà, toute la famille a été prise en charge. Il faut savoir que ni mon mari ni moi, on est porteurs de cette anomalie. Maël est le premier, c'est ce qu'on appelle une anomalie génétique de novo. C'est le coup de pas de chance. Clairement, voilà, c'est le premier à avoir ça. Et là, très sérieusement, on nous a pris en charge, les prises en charge aussi paramédicales se sont mises vraiment en place et ça y est, on avait le diagnostic, d'une maladie génétique rare sur le chromosome 16 qui a pour premier symptôme l'autisme et les troubles du langage. Voilà, comment ça s'est passé. Et il y a Quel eu la parcours, mais quel ouais, parcours! et il y a eu le après. Attends, hein, parce que c'est pas fini. Ouais. Mais voilà, ça a été très long, mais c'est de la bataille, mais quotidienne, quotidienne. Par contre, autant le CHU de Toulon, bon voilà, mais alors le CHU de Brest, ça a été notre maison, notre deuxième maison pendant plus de 10 ans et ils sont formidables. Vraiment, ils sont formidables et pareil, le neurochirurgien à Rennes, il s'est excusé, 25 fois de pas avoir trouvé ça avant. Mais ça reste des êtres humains, il y a pas eu de aujourd'hui, il y a pas de séquelles irréversibles donc voilà, ils l'ont sauvé et il faut savoir que Maëlle a eu une deuxième craniotomie en 2021 et ça, bah, je vais en parler un peu après aussi. Donc voilà comment s'est passé le diagnostic à proprement dit. Mais quel soulagement de enfin savoir ce qu'il avait. Parce qu'il y a rien de pire que de pas Mmh. savoir pourquoi. J'arrêtais pas de dire: «Mais je sais pas, dites-moi qu'il est épileptique, qu'il y a un truc quoi, dites-moi un truc». Non, on sait pas. Ils appelaient ça, c'est une des sym un syndrome idiopathique et pourquoi? Parce que ça rend les médecins idiots, en fait. Ils disent: «On a l'impression d'être bêtes parce qu'on comprend pas». Donc voilà. Tu peux en parler maintenant si tu veux de la De partie, la suite? de 2021, si tu veux? Alors en fait donc suite à ça, donc Maëlle, bah, se développait très lentement par rapport aux enfants de son âge. Alors suite à ça aussi, socialement, il y avait une reconnaissance de maladie génétique. Donc, il y a eu aussi reconnaissance de handicap par, bah, les aides sociales, clairement. Parce que moi, à un moment donné, je ne pouvais plus travailler. Là, c'était impensable de retourner travailler, même si c'était un peu le projet, tu vois? À partir de 1 an, 2 ans de l'enfant, tu retournes bosser. Là, c'était impensable. Hem
et mon mari, en plus, était en reconversion professionnelle parce qu'il avait fini son contrat dans la marine nationale, donc il était très absent et financièrement, ça a été très, très chaud aussi. Et là aussi, le service, d'assistante sociale de l'hôpital ont été, incroyables. Ils nous ont fait un dossier MDPH en 1 heure, c'était envoyé et après il y a eu aussi tout le côté administratif qui a suivi derrière et heureusement. Mais donc en parallèle, donc Maël se développait lentement, il a marché très tardivement et encore il y a eu longtemps où on ne savait pas s'il allait pouvoir marcher parce qu'il était, très hypotonique au niveau des jambes principalement. Mais voilà, il se développait tranquillement. On habitait à, une petite ville dans le Finistère où il a été pris à l'école, voilà, dès 3 ans avec sa différence. Il y avait une AESH dans la classe, donc elle s'occupait aussi de Maël. Alors il allait que le matin, mais il était pas propre, bah, c'est pas grave. Vous lui mettez des couches culottes et puis, la la TSEM, pardon, bah, elle le faisait. Elle disait: «Voilà, c'est Maël, on connaît maintenant». Ils avaient eu Benjamin avant, donc voilà. Petite école vraiment là-dessus hyper, adaptante, on va dire, adaptée à Maël et c'était vraiment chouette. Et il a eu la même maîtresse tout le primaire, tout le maternel pardon, donc il y a eu, voilà, tout un suivi quand même à son rythme et cette maîtresse est devenue une très grande amie d'ailleurs et voilà, donc scolairement, il allait un peu à mi-temps parce qu'à côté ça, il allait au CAMS pour, sa rééducation orthophonique et tout ça. On avait un rendez-vous à l'extérieur par jour. Voilà, donc moi je faisais les allers-retours et puis, il est passé en CP et il a jamais eu de retard, au niveau des années scolaires. Il est passé au CP. Là, ça a été dur aussi parce que, bah, il apprenait pas à lire, mais il allait à l'école, il allait volontiers. En fait, l'école me disait: «Tant qu'il est heureux de venir, on continue. Voilà, c'est pas grave s'il rentre pas dans les cases d'apprentissage, on continue». Il avait son suivi avec, aussi, le centre de référence des troubles des apprentissages à Brest, au CHU, donc qui était géré par sa neuropédiatre. Voilà, où il avait des bilans réguliers et il en ressortait, bah, voilà, un gros décalage dans les apprentissages, une très forte dysphasie, d'expression. Il comprenait ce qu'on lui disait, ça c'était voilà et puis, bah, l'autisme qui était là et puis arrivé en CE2, là l'écart se faisait vraiment trop, trop, trop important et à son entrée de CM1, il est passé en dispositif classe Ulysse, où là, bah, il était en classe à 25 kilomètres de là où on était parce que, bah, la classe Ulysse adaptée à son handicap était, vraiment loin. Donc il a fallu mettre en place des taxis, il a fallu, faire confiance, énormément confiance parce que, mettre son enfant dans une voiture d'inconnu matin et soir, voilà, alors après les chauffeurs de taxi forcément on les connaissait, mais les premiers temps c'était très, très difficile. Et s'il y a un accident de voiture? Et s'il y a ça? Et je suis pas avec lui? Bon voilà, on devient aussi encore plus protectrice, hein, avec un enfant, handicapé donc mais c'était aussi pour moi, un peu aussi du lâcher prise et du de me retrouver parce que ça me permettait quand même d'être chez moi aussi un peu toute seule et me remettre de toutes ces années. Donc après, il a été en classe Ulysse et puis, il y a eu le confinement 2020 et là, pouf, tous les suivis s'arrêtent. Alors ça, c'était lamentable par contre parce que fichu confinement, plus de suivi, plus rien pendant 2 mois, 3 mois. Il aurait dû avoir un examen ophtalmo pendant le confinement, qu'il n'a pas eu. Les rendez-vous sont tardifs. Il l'a eu plus de 6 mois après et là, rebelote, œdème papillaire, pression intracrânienne et nous, on le voyait parce il se replaignait beaucoup d'avoir mal à la tête. Il était de nouveau beaucoup absent et on tirait la sirène d'alarme: «Bah, non, mais il faut faire un fond d'œil, il faut attendre un peu et tout» et là, au fond d'œil, branle-bas de combat. La pression intracrânienne revient et en fait, la 1re opération qu'il avait eue, avait été efficace, mais avec la croissance, l'os s'est refermé, ressoudé et il a fallu donc le réopérer en 2021. Donc là, par contre, c'était pas la même parce qu'il allait avoir 12 ans, c'était 1 mois avant ses 12 ans et que, bah, face à un jeune ado autiste, une telle intervention, on craignait vraiment ses réactions, en fait et il a été incroyable. Il a été incroyable, il s'est remis, mais à une vitesse de son opération. Bon voilà, c'était encore une épreuve, mais ça a été la dernière épreuve, qui a ensuite réglé beaucoup, beaucoup de ses problèmes et qui, pour nous, a été la porte ouverte à la suite de notre vie, clairement. Mmh. Donc voilà OK. et avant ça, il y avait aussi, beaucoup de choses. Il a porté un corset orthopédique pendant 7 ans parce qu'il avait une hypotonie musculaire. Il marchait, mais pas longtemps, donc il y avait un fauteuil roulant
Voilà, je lui ai fait sa toilette jusqu'à ses 14 ans. Heu, voilà, il y a eu quand même voilà, il y a eu tout un contexte handicap assez lourd à la maison. Heu, voilà. Voilà et du coup, alors comment te poser cette question? Ça a dû être, c'est difficile pour moi, de parce que j'ai pas vécu, tout ce que tu partages et forcément ça j'ai toujours un peu de difficulté à poser des mots, mais ce que tu viens de me partager, c'est hyper dur, hyper émouvant. Tu as partagé assez factuellement ce qui s'est passé avec la force qui te caractérise, mais je me doute que par derrière, il y a dû avoir énormément de doutes, de pleurs et puis surtout que tu étais souvent toute seule vu que ton mari, Ouais. il est souvent absent. Comment toi, tu t'es sentie? Est-ce que tu étais bien entourée? Alors, géographiquement, j'étais seule parce qu'on habitait donc Brest, et le Finistère. Heu, Mes parents étaient plus proches parce ils habitent en Loire-Atlantique, près de Nantes. Mais, à la fois, je me sentais seule et à la fois, je demandais pas d'aide parce que je voulais montrer que j'étais forte, en fait et que j'allais y arriver toute seule. Peut-être grosse erreur de ma part parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il aurait fallu, mais j'ai tenu et parce qu'en plus dans l'action du truc et le quotidien, à un moment tu te poses plus de questions en fait. Tu y vas, tu fonces et moi je suis de face je voilà, je suis de voilà, je suis fonceuse, je suis très optimiste et aujourd'hui alors on passait ma vie à me dire: «Attention internet, attention ce que tu vas trouver sur internet, attention». Mmh. Mais internet, ça a été mais déjà, voilà, ce qui m'a mis en relation avec, l'hôpital Debré à Paris et qui nous a aussi répondu à beaucoup de questions. Ça m'a permis de contacter des parents qui avaient des enfants en situation de handicap, alors pas forcément la même maladie, mais des choses similaires. Ça m'a permis de trouver énormément d'infos aussi, parce qu'au fur et à mesure, ça s'étoffait et puis, et puis voilà. Alors je me suis sentie seule, oui, parce qu'on a aussi, nos cercles d'amis social et tout qui s'est dispersé, hein, parce que du moment où on parle de handicap, forcément, les copains, ils se carapatent: «Oh mes pauvres, c'est trop dur, on se revoit pour faire une bouffe» et puis ça ne répond plus jamais aux messages, ça rappelle pas, ça demande pas de nouvelles et ça, oui, beaucoup. Hem, j'ai des amis 2 amies d'enfance, mes meilleures amies qui sont toujours là, toujours fidèles, elles, voilà, mais géographiquement, elles sont loin parce qu'à force de déménager toute ma vie, moi, mes amies, elles sont en Savoie, donc tu vois, c'était, Mmh. voilà. Sur place, voilà, si, j'avais la petite voisine, une petite mamie qui était assistante maternelle, qui était adorable et qui prenait toujours des nouvelles et qui gardait Benjamin de temps en temps pour me soulager, tout ça. Hem, mais voilà, après oui, je me suis sentie seule parce que aussi, c'est ce que je dis, c'est mon gros défaut, c'est que moi je suis pas de nature à demander de l'aide, mais plutôt de nature à donner de l'aide quand je vois que quelqu'un va pas bien. Sauf que, bah, c'est pas pour tout le monde et que, voilà. Mais sinon, voilà. Après, il y a eu aussi la période où, ma petite sœur qui habitait Tahiti est revenue vivre, en Bretagne avec son mari et qui vivait aussi à Brest, donc ils m'ont soulagée un petit peu aussi sur les hospitalisations où moi je devais gérer, voilà. Et Loïc qui était en reconversion, en Vendée et tout le tralala et puis après une fois que Loïc a voilà repris une vie civile et un boulot dans le civil avec des horaires, lambda, ça a été aussi plus facile et c'est là où, bah, les choses se sont un peu déverrouillées parce que, en 2013, on a quitté la ville de Brest pour aller enfin en campagne et vivre dans une petite maison et ça, c'était trop bien parce que ça nous a aussi, voilà, fait du changement et que surtout avant, en fait, les médecins et le SAMU nous interdisaient de quitter Brest, en fait. Parce que pendant quelques années, quand on faisait le 15 en fait, ils avaient une alerte rouge et voilà, au SAMU, il y a ça. Quand ça reconnaissait notre numéro, en fait, l'ambulance partait avant même qu'ils me répondent. Parce que c'était de l'extrême urgence. Donc voilà et puis un jour, on s'est dit on voyait que ça allait mieux après sa craniotomie, on dit: «On pourrait quand même peut-être aller vivre un peu à la campagne». «Ah oui, allez-y, il y a pas de souci, et Loïc avait repris une vie, classique et là, voilà, ça a commencé à s'adoucir et j'aime bien dire que si on a eu un troisième enfant en 2015, c'est bien que ça allait beaucoup mieux aussi, au sein de notre famille et de notre équilibre familial. C'est que, voilà, mmh, voilà. Loïc, il a pris un nouveau il a fait une reconversion suite à la maladie de Maëlle ou c'est pas lié? Il allait la faire quand même, tu penses?
Il allait la faire quand même parce que, Mmh. donc il a démarré en 2001 dans la marine, donc en 2012-2013, donc Maëlle avait, 2-3 ans. La marine a fait un gros, départ de fin de contrat et toute sa promo et tout, ils sont tous voilà, ils ont pas été renouvelés. Et dans tous les cas, je pense qu'il aurait fait. Parce que à cette époque-là, il voulait passer, ses diplômes de skipper, capitaine 200, capitaine 500, bosser aussi dans la marine marchande et là, il a dit: «Non, je te laisse pas. Là, c'est pas possible, donc je prends un boulot lambda». Donc il s'est reconverti dans, la logistique et il bossait chez Volkswagen, dans les pièces automobiles. Il a bossé comme ça pendant 10 ans, histoire qu'on se voilà, qu'on se rééquilibre familialement, qu'on ait notre troisième petit. Clairement cette troisième naissance, ça m'a Louis, le petit dernier, ça a été le bébé parfait. Voilà, vraiment. C'est le bébé qui m'a réconciliée avec ma maternité, mais à 100. Donc voilà et puis, progressivement, bah, les choses se sont apaisées et puis on a eu envie de travailler ensemble. On s'est dit, voilà, il y a eu le confinement qui est passé par là où aussi on s'est dit: «Putain, l'école à la maison, c'est pas mal». On se retrouve tous ensemble. On avait vraiment un très, très bon équilibre à ce moment-là et puis les choses s'ouvraient devant nous, enfin, parce que ça se Mmh. stabilisait, en fait. Il y avait toujours, hein, 4 à 5 rendez-vous par semaine, il y avait, le corset à renouveler tous les 6 mois, mais c'était devenu, chronique et stable. Voilà. Hors norme, mais Mmh. stable. Fluide. Ouais, vous aviez trouvé votre rythme. Avant de clore ce chapitre sur Maëlle et d'ouvrir le chapitre sur la suite, Ouais. hem, on toutes les obstacles dans notre vie finalement, même ils nous amènent, ils sont là pour nous porter un message, ils sont là pour nous porter, nous faire grandir quelque part, même si je sais que tu t'en serais bien passé de tout ça. Quelle est ta posture vis-à-vis de ça et qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu veux plus du tout avoir dans ta vie? Enfin voilà, quel message ça t'a apporté tout ça? Hem Alors sur le coup, c'est voilà, c'est ça ébranle tout. Aujourd'hui, avec le Mmh, recul, j'aime dire et je le dis très souvent: «Sans la maladie de Maël, on n'en serait pas là où on est, sur notre bateau à La Réunion». mmh, Ça, c'est clair et net. On aurait une vie bien rangée, moi aide-soignante, Loïc dans l'automobile, nos 3 enfants à la maison. On l'avait, hein, jusqu'en 2023, hein et on a quand même fait construire une maison en 2021 et on l'a vendue en 2023 pour partir vivre sur un bateau de 12 mètres à l'autre bout du monde, tu vois? En fait, à un moment donné, aujourd'hui, c'est, on n'a qu'une vie. On a failli perdre notre enfant plusieurs fois. Heu, voilà, on est hors case de tout et ben autant l'être à fond, tu vois? Et puis, et puis voilà. Ça m'a, forgé un caractère de dingue, ça m'a rendue extrêmement forte, ça c'est sûr, parce que j'avais pas cette personnalité avant et aujourd'hui beaucoup de monde me dit que je suis quelqu'un de solaire. Après ce que j'ai traversé, c'est un énorme compliment en fait. mmh. Voilà, voilà, voilà. Tu viens de nous dire que tu étais partie vivre sur un bateau, à La Réunion. Comment est arrivée cette idée? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça a été une décision réfléchie, un coup de tête? Raconte-moi comment ça Alors, s'est passé. ça a été en plusieurs étapes. La première étape a été, hem le burn-out professionnel de mon mari, chez Volkswagen, au bout de 10 ans, je suis plus à ma place, je veux pas faire ça, me vois pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible, c'est chiant, de la pression, il faut faire les chiffres sur tout ça, ça me saoule. Je lui dis: «Écoute, là, tu as bossé depuis 20 ans, heu, on a un droit au chômage en France et bah, écoute, gère ta rupture conventionnelle et puis voilà». Ça a été, géré, il a quitté son boulot et moi mon rêve depuis que ma vie de maman s'était stabilisée malgré le handicap, c'était de, travailler depuis chez moi et donc j'ai été assistante maternelle, mais pas très longtemps parce que c'était beaucoup trop dur à gérer en plus de mes enfants et puis, Mmh.
un jour, j'ai dit il y avait une petite boutique qui était en location vide et je dis: «Punaise, est-ce qu'on pourrait pas ouvrir un petit commerce?» tu vois? Et on a créé une épicerie bretonne, dans notre petite commune, juste après le confinement. Stratégiquement, bon voilà, après on fait les choses un peu sur des coups de tête. Ça a duré 6 mois, mais là pareil, le soutien mais minable. Je veux dire quand tu vois les mamans de l'école, les copines de l'école, les voisines passer devant tes énormes vitrines et qu'il y en a pas une qui rentre une seule fois dans ta boutique pour t'acheter un paquet de galettes bretonnes, c'est dur, c'est très dur et en fait, ça a été là, le déclic de me dire: «Écoute, là, on n'est plus à notre place. On n'est plus à notre place». J'ai l'impression que l'être humain devient égoïste et ça l'est. Bon bref, j'ai dit: «C'est plus possible». On avait tellement vécu de choses avant que, des choses comme ça me paraissaient mais tellement futiles et nulles que, je disais: «Non, j'aime pas ça». Donc après, on s'est dit: «Bon, faut quand même faire un peu d'argent aussi» et là, j'ai été pendant une année scolaire à ESH, dans une petite école, privée dans un autre village à côté, donc je connaissais personne, personne ne me connaissait. L'école Saint-Yves, pour la petite histoire, notre bateau qu'on a acheté ici s'appelle Saint-Yves, donc il y a rien qui arrive au hasard et donc j'ai travaillé, pendant un an en tant qu'AESH, parce qu'en fait, c'était mon quotidien depuis toujours avec mon fils, donc en fait, j'étais pleinement dans mon rôle. Ça nous a permis de nous poser, on a fait voilà, on avait fait construire notre maison, tout ça, on s'est installés et puis un jour, heu on s'est dit: «Est-ce qu'on partirait pas au Québec?» Le but, en fait, c'était de rester dans, quand même une région francophone par rapport à Maëlle, qui avait quand même sa dysphasie qui est lourde. Lui faire apprendre une nouvelle langue, c'était pas possible, donc pourquoi pas au Québec? C'est tombé à l'eau parce qu'au niveau de l'immigration, quand on a un enfant handicapé et malade qui coûte clairement cher à la société médicale, et sociale, ils nous ont dit: «Bah non, vous rentrez pas dans les clous, donc vous venez pas». Le terme québécois est assez affreux. Ils appellent ça un fardeau excessif, voilà. Donc pour un terme québécois, notre fils est un fardeau excessif. Mais d'un côté, on Mon le Dieu! comprenait aussi. Après on le comprenait aussi. Il avait un corset Mmh. à 900 balles tous les 6 mois qui était changé. On versait une allocation de parents d'enfants handicapés à la maman. On a tu vois? On l'a compris aussi. Donc ça nous a choqués, hein, ce terme, hein, clairement. Mais on comprenait aussi le fonctionnement. Et puis, voilà, dans cette même période, on se dit quand même: «On a la chance d'être français et d'avoir quand même des territoires français un peu partout dans le monde et c'est trop, trop bien». On en parle au médecin de Maël parce qu'il a toujours, bah, voilà, hein, c'est suivi et ils ont dit: «Bon, pour, une première expérience loin, restez quand même dans un département, pas dans un territoire ou une Mmh. communauté d'outre-mer». Donc en gros, Polynésie, vous oubliez, Nouvelle-Calédonie, vous oubliez. Par contre, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte, tout ça, vous pouvez. Et puis, on s'est dit: «Bah, quitte à partir loin, autant partir très loin» et puis surtout, on voulait changer d'océan. Je sais pas, ça avait un peu une symbolique. L'océan Atlantique, on avait marre de le voir tous les jours et donc on est parti et là, vraiment, ça a été un gros coup de tête parce qu'on a pris la décision en février 2023 et le 14 juillet 2023, on posait les pieds à La Réunion avec nos 5 valises, nos 3 enfants et nos 2 chats. Sans avoir jamais été à un moment donné, on n'a jamais voyagé, on n'a jamais pu en fait. Voilà, nous c'était, la France et encore, Mmh. nord-ouest et on a vendu notre maison à une vitesse dingue. Tout s'est enchaîné très, très vite, heu et surtout on a eu le feu vert des médecins qui ont dit: «Allez-y, foncez, vous le méritez, maintenant Maël va bien, il a plus besoin de son corset, il se développe bien, il était ado, voilà 14 ans, voilà». Tout s'alignait mais vraiment parfaitement et je sais pas, peut-être, 3 semaines avant de prendre l'avion, on regardait, bah, on avait pris un Airbnb pendant un mois et on cherchait un logement ici à La Réunion et c'est extrêmement cher et bah, Loïc était encore au chômage, tout ça, on était un peu en changement. On se dit: «Waouh, payer ce prix-là, c'est chaud» et mais vraiment un soir comme ça, sur un coup de tête, je dis à Loïc: «Et si c'était maintenant qu'on achetait notre bateau et qu'on fait ce fichu voyage qu'on rêve depuis 2001?» Et là, il me regarde, il fait: «Waouh! Bah, on va y réfléchir» et en fait, très, très vite, les choses se sont faites parce que donc en Mmh. fait, quand on s'est rencontrés en 2001 sur ce bateau et que ça c'est devenu sérieux, qu'on voilà, au bout de 2 ans, on s'est installés ensemble, on était très jeunes, mais
On s'était toujours dit: «Un jour, on part en voyage avec nos enfants sur notre propre bateau». OK, bon et puis, bah, après, le cerveau, hein, il sait occulter les choses, il sait, mettre les choses à part quand il y a des priorités et d'autres choses à gérer et tout ce qui était bateau et tout, mais plus jamais on en avait reparlé jusqu'à ce moment-là où on se dit: «Allez, on quitte tout en métropole, on part vivre à La Réunion et pourquoi pas vivre sur un bateau». On commence à regarder un petit peu les annonces de bateaux à La Réunion. Le marché de la voile à La Réunion, c'est pas les Antilles, hein, c'est, quasi néant. Sauf ce joli bateau traditionnel, voile traditionnelle. En fait, c'est, au niveau du gréement, au niveau de la structure du bateau, c'était plus ou moins le même que celui sur lequel on s'était connus, mais en 2 fois plus petit parce que, l'autre, voilà, c'était un très gros bateau et là, gros coup de foudre, quoi, sur ce bateau et donc voilà et donc on est arrivé à La Réunion et puis un jour on est venu toquer à la coque, on est tombé sur l'ancien propriétaire et donc on est arrivé en juillet et on signait l'achat du bateau en novembre. Donc ça a été vraiment très, très vite. Voilà. J'ai une question, quand vous êtes partis de Oui. France, il y en avait plus aucun de vous 2 qui travaillait du coup, c'est ça concrètement? Non, non, non. Alors Vous moi étiez j'avais libre? ouais, depuis 2021, j'ai un statut de parent aidant. Donc j'ai Ouais, une indemnité versée par le département, à hauteur de X heures par mois où je m'occupe de mon fils dans le contexte handicap. OK. Donc et celle-ci, elle est attribuée X années. Là, d'ailleurs, elle vient d'être renouvelée. Elle est amoindrie parce que, bah, Maëlle gagne en autonomie, mais je l'ai toujours. Donc on a ça et puis on avait, bah, notre capital maison, tout ça, en poche et puis on était libre là. Loïc a très, très vite retrouvé du travail ici parce qu'il fallait quand même un travail alimentaire de, magasinier automobile. Peut-être un mois après notre arrivée, il était embauché, tout ça. Bon voilà, il a eu son job. Il a bossé, de nouveau pendant, 8 mois et là après, bah, il a fallu se mettre, à fond dans la préparation de notre bateau parce que, le Saint-Yves donc qui est, voilà, une vieille coque de 84, n'avait pas navigué depuis 7 ans. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses à refaire, à revoir, sur ce bateau. Et quand vous êtes à La Réunion, donc vous achetez le bateau, vous dites: «OK, un jour on partira». Est-ce que vous vous mettez une deadline sur, le moment du départ? Oui et comme à chaque fois ça se passe pas comme prévu, on s'est dit on a donc acheté le bateau en décembre 2023 et on s'est dit: «Dans un an on part». Donc fin 2024 on part. Mais c'était sans compter, d'une blessure à l'épaule de mon cher mari qui a dû se faire opérer. Et là on a dit: «Non, on part pas avec une épaule, en vrac». C'était pas possible. Donc le temps, bah, voilà, qu'il se fasse opérer, rééducation et en parallèle, on a notre grand Benjamin qui donc là commencé sa première et au bout de 2 3 mois en première, il nous dit: «Bon là les parents vous êtes sympas, mais passer mon bac à distance, je me le sens pas du tout. Mais je veux pas parce que je sais que je vais me planter, je vais tellement être dans le voyage que, voilà». Benjamin a des très grosses facilités scolaires parce qu'à côté de ça, Benjamin est HPI. Ça, on l'a diagnostiqué aussi à un moment donné, crucial où en fait, notre petit garçon de 4 ans comprenait un peu trop facilement la maladie de son frère. Bon voilà, quand on est une famille hors norme, c'est, voilà, on a ils ont tous des traits atypiques et là, Benjamin a une certaine maturité et nous dit clairement en 2024: Non, 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 moi le CNED, passer mon bac, loin à distance dans je sais pas quel pays de Sud-Afrique ou Sud-Amérique, non». Et on a dit: «Bah, écoute, on» ça a toujours été comme ça. Le du moment où on a lancé ce projet de tout changer, c'est tant qu'on a le feu vert de nos 3 enfants. C'était hors de question de, «Bon, tu feras un effort là, on y va». Non, c'est au clair et donc là, on dit: «Bah, écoute, OK, on reste une année de plus, ça tombe bien parce que maman a une entreprise à développer en parallèle». Parce que, voilà, il y a aussi, bah, tout ce côté, bah, travail à mettre en place, travail à distance, parce que c'est bien gentil de vouloir changer de vie et partir en long voyage. On peut avoir un capital sur X mois, mais nous, notre but, c'est clairement, de travailler, d'avoir des revenus récurrents pour pouvoir, ne pas avoir de date retour
et donc 2024-2025 et donc là, on est 2026. L'épaule va très bien. Notre grand est en train de préparer son bac au lycée. Cette année, on s'est dit, et bah, quitte à être un an encore à terre à La Réunion, on a fait une demande d'instruction en famille qui a été accordée pour nos 2 plus jeunes parce qu'en plus de ça, Maël, finissait son Ulysse collège et n'avait pas forcément de solutions scolaires adaptées là pour la rentrée en seconde. Mais Maël n'allait pas aller en seconde, c'était impensable. Mmh. On lui proposait des CAP et autres, mais il voulait pas. C'est ça aussi, on veut à tout prix les mettre dans des formations, dans des trucs alors qu'il veut pas. C'est pas ce qu'il veut, donc voilà. Donc l'instruction en famille a été acceptée, donc cette année, on est en mode, développement d'entreprise, préparation du bateau. Loïc a, refait valider son certificat de matelot, donc il peut bosser comme second sur, bah, les bateaux. Donc ici, il bosse, bah, c'est saisonnier, hein, donc il bosse sur les catamarans de tourisme. Et moi, je développe mon entreprise et Benjamin passe son bac, son permis côtier, son permis de conduire. Comme ça, on part, administrativement, il est Waouh! quand même, plus au clair. Parce que notre grand a pour projet de s'engager dans la marine nationale. Donc il a profité aussi de cette année pour faire une préparation militaire marine, donc une PMM, où il va, 1 à 2 fois par mois, sur les week-ends ou les vacances scolaires dans la marine nationale. C'est pour les jeunes entre 16 et 18, même 20 ans, où il apprend, les bases, de la marine et les différents métiers et tout ça, voilà. Donc En même temps départ que son bac. ouais, en même temps que son bac. Et ça lui permet en plus de passer son permis côtier, donc il est trop content parce qu'il va pouvoir aussi, manœuvrer l'annexe et tout après quand on sera en voyage, sans trop de soucis, voilà, à ce niveau-là. Et voilà, et donc là maintenant, on est donc en avril 2026, on va faire une première expérience, «longue nave» entre guillemets. On part à l'île Maurice pendant les vacances du mois de mai, parce qu'ici les vacances sont un peu en décalé, donc on part au mois de mai à l'île Maurice. Donc l'île Maurice, c'est à peu près 48 heures de nave pour rejoindre l'île Maurice et puis on vit là-bas, pendant une grosse semaine. Benjamin passe son bac et après, bah, selon les saisons météo aussi, il faut qu'on voilà, c'est aussi la vie en bateau, c'est de s'adapter à la météo. La meilleure saison pour partir de la Réunion en long voyage, c'est, au mois d'octobre. Entre la fin de l'hiver austral et le début de la saison cyclonique. Il faut partir entre les 2. Voilà, donc en Et vous octobre. allez vers où? C'est Direction quoi l'Afrique du Sud. l'Afrique du L'Afrique Sud, du OK. Sud, première étape, donc 10 jours de navigation à peu près. Hem, voilà, on va rester le visa en Afrique du Sud, c'est 3 mois, donc on va y rester les 3 mois parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et la côte de l'Afrique du Sud avec le passage du cap de Bonne-Espérance est quand même sensible et Un sacré difficile, morceau. voilà, et très, très longue, voilà. Donc on va faire du cabotage sur tout l'Afrique du Sud, et on se donne 1 an, pour atteindre les Antilles. Donc en 2027, pour que, Benjamin puisse faire ses démarches d'engagement dans la marine nationale depuis les Antilles, sur un territoire français. Voilà, et donc Benjamin se donne Je sais pas si tu les suis, la famille Zai, je les ai on a fait un podcast ensemble et ils étaient justement en train juste avant de passer le cap de Bonne-Espérance quand on a échangé et après ils l'ont passé. ah mais oui, ils sont passés ici, mais je les ai pas vus. Alors je sais pas s'ils sont passés à La Réunion, peut-être pas. Mais Mettrai mais si, si, je je les mettrai suis, hein. l'épisode dans les notes. Ouais, ouais, OK. OK, donc du coup, comment tu gères, j'ai l'impression que tu gères, de dingue, mais il y a ce qu'on partage et la réalité, donc entreprendre, gérer l'instruction en famille, s'occuper d'un enfant handicapé, préparer un bateau, c'est juste, waouh! Comment est ta journée type? Alors ma journée type, c'est, je suis quelqu'un qui se réveille assez tôt. De toute façon, on se lève tôt parce qu'il faut emmener Benjamin au lycée. Ici, le lycée, ça commence à 7h15. Donc voilà. On se Par principe et parce que c'est aussi le but du jeu, dit instruction en famille, c'est pas, «Allez 7h, tout le monde se lève, on se met au boulot». Par principe, je réveille pas mes 2 garçons, mais bah, sur un bateau de 12 mètres par 4, forcément, ils se réveillent quand tout le monde se met en action. Voilà. Loïc, souvent m'aide, du moins tout ce qui est, mise en route de l'instruction en famille, du moins de l'école, il est là. En gros, on a un peu inversé les rôles et je sais que ça va beaucoup te parler parce que, Loïc, il peut, disparaître, aller faire des courses, chercher des outillages, machin,
Voilà: «Ah bah tiens, j'ai pris ça pour ce midi», chose que jamais il faisait avant. Pendant que, les enfants sont en école. Alors, l'école, c'est assez «facile» entre guillemets, parce que toi, je sais que tu as 4 enfants avec 4 niveaux différents. Moi, j'ai 2 enfants qui ont 8 ans d'écart, mais avec un niveau identique parce que Maël, avec son retard, et c'est là aussi où c'est hyper bénéfique pour lui l'instruction famille, c'est que, les apprentissages de Louis qui est en CM2 tirent Maël vers le haut parce que Maël, bah, il se challenge aussi à suivre la même école que son frère. Donc ça, c'est hyper chouette. Ce matin, on s'est tapé les verbes au futur, c'était très sympa, et donc on a, voilà, on suit le même programme scolaire pour les 2. Bien sûr, j'adapte à Maël parce que, quand il faut réécrire un texte entier, c'est hors de question parce qu'il est pas en capacité d'écrire très, très longtemps. Il a pas une concentration très longue parce qu'il est aussi, trouble des apprentissages et aussi trouble de l'attention et tout le tralala. Multidis, il a pas une écriture fluide, et puis la dysphasie, l'expression orale est extrêmement difficile pour lui et l'expression donc écrite aussi. Mais on adapte quand il faut, voilà, juste remplir un mot, enfin voilà, et puis il suit son frère comme ça. Donc l'école le matin, c'est entre grosso modo 9 heures et 11h30. Moi pendant ce temps, je fais l'école. Quand Loïc est là et qu'il est pas à faire autre chose, parce qu'il y a aussi le bateau à préparer, donc ça, c'est toute la partie de Loïc. Il prend le relais aussi sur l'école, et puis, en parallèle, moi, bah, j'envoie les messages, à mes filleules, à mes conseillères, de mon équipe, je fais mes contenus sur les réseaux, voilà. Donc le travail, l'école, c'est que le matin. L'après-midi, ils sont, soit ils jouent dans le port, ils ont un kayak, ils font du kayak, ils prennent un ballon, ils vont jouer. Ça a beaucoup soudé, mes 2 plus jeunes, donc Maël et Louis. Ils sont beaucoup, beaucoup ensemble. Voilà, c'est Maël, on lui fait de plus en plus confiance aussi, hein. Il part faire du kayak dans le port. Alors il a une limitation, il a pas le droit d'aller, hein, au cas où, mais voilà, tout en sécurité. On avoue qu'ils ont aussi une tablette, une Switch, et que c'est le moment, voilà, 1 heure et demie par l'après-midi où ils peuvent être aussi, là-dessus, et moi l'après-midi, bah, je suis à fond, boulot, parce qu'en plus vu qu'il y a 2 ou 3 heures de décalage avec la France, bah, moi le matin entre, 7 et 10 heures ou même 11 heures, bah, toute mon équipe en France, elle est pas réveillée, donc c'est là où je peux vraiment me consacrer à la famille, et ensuite, l'après-midi, c'est vraiment pour mon boulot, donc bah, de conseillère, chez doTERRA. Mmh. C'est Voilà. vrai que nous, quand on était aux Antilles, j'aimais bien d'avoir un décalage horaire. Ouais, C'était du coup le matin ou le soir, je sais plus, le soir l'après-midi où tout le monde dormait, et c'était l'après-midi là-bas, et du coup, donc le matin, c'était intense, mais l'après-midi, c'était super cool parce que j'avais vraiment du temps pour faire des projets de fond, pour la famille, tout c'est ça, ouais. ça. Bah, moi, voilà, c'est l'inverse parce qu'on est de l'autre côté, et par contre, ça me fait finir, voilà, il y a des soirs où, l'ordi, je le ferme, il est 21 heures ou 22 heures selon, et je loupe beaucoup, beaucoup de réunions, je loupe beaucoup de choses parce que, bah, c'est tard le soir. Moi, quand, j'ai, «Ah, il y a un webinaire, à 21 heures», oui, bah, moi, il est 23 heures, là, faut que je dorme parce que, voilà. Mais c'est pas grave, il y a toujours Mmh, des replays. Mais c'est ça. voilà, ça je m'adapte, et puis après le soir, c'est aussi plus facile parce que les garçons, voilà, sont couchés ou bouquinent ou se font un film avec leur papa, et moi, je peux être, sur mon ordi à bosser avec mes écouteurs, et voilà. Mmh. Est-ce que, forcément, tout n'est pas rose tout le temps? Ouh là! Non. Qu'est-ce qui te fait tenir dans les moments les plus difficiles? Quelles sont tes astuces pour recharger tes batteries et continuer malgré tout? Alors là, pour le moment, tant qu'on est, dans un port où on est au ponton ou tout ça, hem, on a des échappatoires où, je peux prendre ma voiture et dire: «Bon écoutez, là, moi, je pars 1 heure, je vais me balader». Voilà, on a une super promenade sur le bord de mer, on voilà, un centre commercial, je peux aller, voilà. Après, le dimanche, clairement, on ne fait rien, qui soit du boulot ou de l'école, le samedi non plus d'ailleurs. Mais, le dimanche, c'est souvent là où on sort en mer, où on va à la plage, où on va en rando, et puis, bah, c'est là où on se vide la tête tous, même si on est ensemble, on fait autre chose, on pense à autre chose. Après, bah, voilà, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on est sur notre bateau.
On a appris à vivre les uns sur les autres, mais on arrive à trouver nos moments, heu, où on peut se centrer sur soi et moi, ce qui me fait tenir, il y a, mon activité pro qui me passionne et ça, voilà, ça c'est chouette, mais il faut que j'arrive aussi à m'en détacher parce que sinon je tiendrai pas dans la longueur et je m'oblige à ça et puis ici, on a des amis sur le ponton et puis tu croises, une voisine sympa et puis tu restes discuter et puis pendant une demi heure, elle te dit: «Bah, viens boire un petit jus, sur le bateau» et là, voilà, ça permet de détacher de du quotidien sans voilà, sans être trop Mmh. loin et on tient comme ça, puis on apprend à fonctionner d'une façon différente aussi. Mmh. Donc l'entourage, c'est vrai que dans le monde marin, il y a beaucoup ça, il y a beaucoup Mmh, d'entraide, de soutien et c'est vrai que comme tu disais tout au début du podcast, c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver dans les vies, normées, parce que tout le monde court tout le temps bien sûr. et avec je sais pas s'il y a, je pense les énergies de l'eau, les énergies du slow, qui font que, bah, du coup, s'arrêter et discuter sur le ponton, Christophe, il passe sa journée à faire ça. Je sais pas Oui, quand il va le écouter ce mien podcast, aussi, il va me dire le mien aussi. Des fois, je dis: mais «Mais il est où?» voilà. «Ah, il a croisé machin». «OK, j'ai compris». Non, après j'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est chouette. Mmh Ouais. et du coup, vu qu'on parlait de ce qui t'aide, est-ce que tu as des ressources, des livres, des podcasts qui t'aident à te redonner de la force quand tu doutes, à partager? Alors, ouais, alors c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. Les mercredis après-midi, je suis 100 toute seule. Du moins 100 non, parce qu'il y a Loïc quand même qui bosse autour, mais qui dit vivre, sur un bateau en bord de mer, dit une école de voile pas loin et mes 3 enfants, dont Maël, hein, Maël fait de la voile légère, vont tous les mercredis de 13 heures à plus de 17 heures à la voile. Heu, ils y vont à pied, c'est là, c'est à côté, c'est dans le jardin, on va dire et ça, c'est trop, trop bien parce que c'est sur cet après-midi-là aussi où des fois je fais rien. Voilà. Donc j'aime beaucoup bouquiner, je suis très, les bouquins feel good, voilà, des choses très légères, très sympas. Je trouve j'arrive à trouver beaucoup de force professionnellement grâce aux réseaux sociaux parce que, voilà, chez doTERRA, on est des filles, toujours toutes très inspirantes et tout et une f à un moment, tac, tu vas tomber sur un replay d'un webinaire de trucs, un podcast et ça, c'est top. Après, moi, j'ai pas besoin d'avoir des outils de dingue pour me ressourcer. Il suffit que je me pose, je bouquine, je fais un tour à pied, on se fait un après-midi à la plage et maintenant qu'ils sont grands, et que c'est vrai que les frères de Maël, autant Louis petit que Benjamin grand, ont compris le fonctionnement de leur frère, donc ça se passe pas toujours bien, hein, loin de là, sinon ce serait trop facile. Mais il y a un équilibre qui se fait. Benjamin a 18 ans, donc il a aussi, voilà, beaucoup plus conscience des choses avec son frère. Loïc prend le relais. En fait, on arrive à se prendre le relais très naturellement avec Loïc et et voilà et puis on s'octroie aussi parce que l'avantage d'avoir, des grands, c'est, un repas au resto. On fera jamais plus parce que, voilà, on pourrait, hein, partir un week-end entier en amoureux et voilà. Mais laisser déjà des enfants une nuit complète sur un bateau, c voilà, tout seul et puis Maël, il peut avoir aussi, quand même un comportement très imprévisible. Si on le contrarie trop, bah, ça reste un jeune ado autiste qui peut, montrer des signes de violence donc non, non, faut mais on arrive à dire: «Bon écoutez, ce soir, on se fait un resto en amoureux, c'est comme ça. Maël, tu es au clair». Voilà, on met bien les choses au clair et pour le moment, on n'a pas eu de soucis donc on leur fait confiance aussi et c'est ça qu'on a appris à faire. Faire confiance à ses enfants, qui grandissent, c'est déjà une chose, mais avec le handicap en plus, c'est encore autre chose. Mmh. C'est intéressant ce que tu partages parce que ça me donne, une idée, ça me fait venir une idée, je pense, qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on a beau avoir des parcours de vie difficiles, des obstacles dans nos vies, des moments difficiles, quand on a l'habitude de vivre ensemble, ben, l'équilibre, il se trouve toujours, en fait. Chacun Ouais. prend ses tu sais, j'entends beaucoup de couples ou beaucoup de familles qui me disent: «Voilà, j'attends que lui, il fasse, mais il le fait pas. Lui, il voudrait que je fasse ça, mais moi, je sais pas comment faire. Du coup, on se parle plus, du coup, on se connaît plus». Et des familles qui arrivent pas à retrouver l'équilibre et en fait, j'ai comme la sensation que le fait de vivre ensemble, sur la majorité du temps et ben, ça permet de retrouver l'équilibre facilement, peu importe la Mmh. difficulté du contexte, en fait. Ouais, mais exactement.
Nous, on l'avait beaucoup expérimenté pendant le confinement et puis là encore plus, mais c'est totalement ça et puis, nous, ce qu'on s'est toujours promis, juré et fait, d au sein de notre couple, hein, parce que forcément quand on a des enfants, ça chamboule un couple, mais un enfant handicapé, ça chamboule encore plus. Il faut savoir que plus de 80 des couples d'enfants, du moins de parents d'enfants handicapés se séparent. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Mmh. Heu, Ça nous a traversé l'esprit plus d'une fois, hein. On a traversé des très, très grosses tempêtes conjugales aussi, mais on a tenu le coup et puis, voilà on s'est toujours promis de s'octroyer du temps à 2, que ce soit en maison ou, sur un tout petit bateau à 5, hein, ça c'est sûr. Et même, tout petits, les garçons, on avait notre rituel, 1 fois par semaine le soir et on les faisait dîner, on les mettait au lit. On avait quand même la chance d'avoir des enfants qui se couchaient à 20 heures et qui dormaient très vite, donc ça, c'était cool. Et à 20 heures, on allait chercher une pizza et on se faisait une pizza en amoureux devant une série et tout. Et ça, c'est vraiment, vraiment primordial et encore plus dans ce cadre de vie-là parce que la cocotte minute, elle peut vite péter dans un tout petit espace, hein, ça, c'est sûr. Mmh. C'est ça. Et est-ce que tu aurais, pour finir, un message à faire passer à une famille qui vit une situation compliquée et qui a des rêves? Hem, Tu es la preuve de c'est pas parce qu'on vit une situation compliquée qu'on ne peut pas aller vers ses rêves. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces familles? Et bah, d'essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas toujours facile de réussir. Essayer de transformer cette difficulté en un moteur puissant qui vous pousse vers vos rêves. Mmh. Voilà, ce que je peux dire et surtout de oser et quand on traverse des difficultés extrêmes, ou pas, hein, des difficultés lourdes, heu il faut les garder dans son histoire, ça c'est certain. Les garder ensuite comme moteur si on y arrive et toujours se dire, «Punaise, de là où je viens à là où j'en suis et ben faut savoir être fier de soi». Voilà, à un moment donné, faut quand même, c'est pas se lancer, des fleurs ou quoi, mais être fier de soi et ça, c'est très puissant quand tu arrives à dire: «Punaise, je suis fier de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait». Mmh. C'est Voilà. intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, on a toujours tendance à voir le verre à enfin, pas toujours, mais ça dépend des gens, mais le verre à moitié vide et en fait, c'est juste une question d'angle, de vue et se Mmh, rappeler toujours de tu sais, c'est pareil, ceux qui pensent que ils font rien, j'avance pas assez vite, ça va pas assez vite. Finalement, tu te dis: «OK», moi, ce que j'aime bien dire, c'est: «OK, où est-ce que j'étais il y a un an?» Et ouais, puis, en fait, tu dis: «Ouais, en fait, j'ai quand même accompli, un millier de choses. J'ai ouais, encore un millier de choses à accomplir. J'en ai quand même accompli un millier en un an» et donc savoir, avoir de la gratitude pour ce qu'on a fait et ce qu'on a accompli, c'est hyper inspirant. Pareil pour, dans le boulot, tu vois? Tu as toujours des périodes de up et de down et moi, ce que je fais, c'est que je screenshot, des moments waouh, des ouais, retours waouh et quand il y a un petit peu de down, j'ai un petit dossier que je vais, que je vais aller regarder pour me dire, bah, oui, en fait, même s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, bah, là, aujourd'hui, il y a quand même 90 de choses qui se sont bien passées, quoi. ouais. Mais c'est vrai, hein, mais tu as complètement raison et surtout aussi, moi, ce qui a été assez fou dans notre contexte à nous, c'est que quand tu commences à te poser les bonnes questions et sur des choses très radicales, hein, tu te dis: Mmh, «C'est que c'est le moment de bouger et que c'est le moment de d'y aller». Ça fait flipper, hein, vraiment, hein, mmh, on se dit: «Mon Dieu, dans quoi on se lance?» Je peux te dire quand on est arrivé à l'aéroport ici, avec nos valises et nos chats, on a dit: «Mais qu'est-ce qu'on fout là?» Mais mmh, voilà. Tout s'aligne à un moment donné. À un moment donné, quand tu lances un truc, tu te dis: «Bon alors attends, j'aimerais changer ça, il va falloir que je le fasse». Je m'en donne les moyens, je travaille pour parce que c'est pas facile, il faut toujours, toujours travailler dessus et à un moment, tout s'aligne. Moi, c'est le truc le plus dingue, c'est quand même ce 6 mois entre la vente de notre maison en Bretagne et l'achat de notre bateau à l'autre bout du monde. Sur le bateau, coup de cœur, mais 100 de ce qu'on rêvait. La voile traditionnelle, on part, on n'a pas un pilote, on n'a pas un dessal, on va alors on a tout ce qui est sécu, hein, AIS, tout ça,
mais on part aussi sur un voyage qui est pas un voyage moderne comme aujourd'hui. L'autre jour, je voyais une de tes stories où ton petit, il appuie sur un bouton pour hisser la voile. Nous, on a besoin de 3 personnes pour hisser notre grand voile parce qu'on a 2 drisses, parce que c'est voilà et ça, c'est aussi ça qu'on veut montrer, Et c'est waouh! que, voilà, ça va être aussi un voyage très différent du voyage, moderne aujourd'hui. Peut-être que dans un an, on aura changé de bateau, on va passer sur un bateau moderne et c'est même presque plus ou moins le projet. Mais là, on veut se donner les moyens de vivre aussi de cette passion, pour la voile traditionnelle La et simplicité. il faut savoir que le jour où on a signé l'achat de notre bateau, c'est le jour où j'ai rencontré ma marraine doTERRA. Et ça, j'ai dit: «C'est bon, ça aligne, go, c'est là-dedans qu'il faut aller, c'est sûr, il y a pas de hasard, il y a jamais de hasard». Et c'est ça aussi que, le mouvement, il y a une phrase qui a été dite dans un podcast par Alessandra Soublette et qui me plaît énormément, c'est: «Le mouvement amène la chance» et c'est vraiment ça. C'est à partir du moment où tu as décidé de vendre ta maison, ne pas trop attendre, de pas trop réfléchir finalement, Ouais. mais y aller et puis quand tu lances le mouvement, quand tu crées le mouvement dans ta vie, il y a des choses qui arrivent à toi Ah incroyables. oui. Moi, doTERRA est arrivé à moi quand j'ai décidé pas quand je suis partie, quand j'étais sur mon bateau, quand j'étais en train de préparer mon bateau et j'avais déjà D'accord. décidé de changer de vie. Exactement pareil, mais exactement Ouais. pareil. C'est fou en fait. Tout à un moment, voilà, s'aligne et puis des fois il y a des couacs, hein, ça c'est sûr, Bien sûr. mais Mais ouais, ça donne des opportunités. ouais, mais complètement, complètement, complètement. Ouais. Parfait. Bon, bah, très Voilà. bien. Bah, écoute, merci pour ton temps, merci pour tout, merci pour ce partage. C'était hyper, émouvant, inspirant, voilà. Merci encore. Je mettrai ton Instagram dans les notes de l'épisode. Ouais, bah, avec grand plaisir. Merci à toi pour, voilà, l'organisation de ce podcast, voilà, ces questions très pertinentes. Voilà, n'hésitez pas à suivre nos aventures et puis, heu et puis aller au bout de vos rêves. Voilà. Merci. À bientôt! Merci infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré, la meilleure façon de me soutenir est de lui donner 5 étoiles, le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée et le partager sur vos réseaux sociaux en m'identifiant. Cela m'aide énormément à donner plus d'impact à ces messages. Vous avez une idée d'invité ou une histoire incroyable à partager? N'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse se trouve juste ici, dans les notes de l'épisode. À bientôt!